Eh bien, rebonjour à tous. Donc, pour démarrer ce webinaire consacré particulièrement aux adhérences au Coda et en particulier évidemment à notre sujet de prédilection, à savoir l'e-commerce B2B. Alors d'abord, parce que certains peuvent ne pas nous connaître à ce jour, donc une présentation rapide de Galilée. Donc Galilée donc nous sommes spécialisés dans ce qu'on qualifie comme étant le concept de plateforme de production marketing, c'est-à-dire les solutions qui vont à destination de l'entreprise communicante, c'est-à-dire celle qui va d'autant être en situation de servir ses objectifs business pour autant qu'elle est en situation de promouvoir son offre, ses produits sur une diversité de canaux. Et bien, confrontée à la multicanalité, cette entreprise communicante va aujourd'hui avoir un intérêt particulier à pouvoir informatiser ses périmètres marketing et com pour pouvoir servir justement le fait d'être en situation de promouvoir son offre sur une diversité de canaux, alors que ça soit évidemment l'e-commerce, mais aussi le point de vente local avec la PLV, les fiches produits, etc. Vous trouvez à l'écran un certain nombre des exemples de nos clients, alors issus directement du bâtiment comme Big Mat ou V33, et puis évidemment d'autres secteurs d'activité. Et vous retrouvez également certains des adhérences au Coda, en particulier au Delec et au Shitsky, et on aura l'occasion de revenir évidemment un peu plus tard. Donc Galilée, on fait partie du groupe Vedia, qui regroupe aujourd'hui 130 collaborateurs, on fait un peu plus de 16 millions de chiffre d'affaires. Et donc nos domaines de prédilection, au-delà de l'e-commerce, qui est évidemment, en particulier dans son acception B2B, le sujet essentiel de notre relation, relève aussi des différents autres domaines d'activité qui servent justement à la production marketing et dans la logique de l'informatisation de la production marketing, ceux qu'on peut être en mesure de vouloir utiliser comme solution, au premier rang desquelles donc celles qui permettent d'agréger les données, notamment la partie MDM, avec donc MDM pour Master Data Management, et qui agrège donc les solutions qui permettent à l'échelle du PIM, donc la gestion de l'information de produit, de gérer toute l'information de produit. On y reviendra largement évidemment, notamment parce qu'on va évoquer les considérations du PIM Socoda et des éventuelles solutions que vous pouvez utiliser vous-même. De même que les autres typologies de solutions, comme le DAM par exemple, qui lui permet de gérer les images et les données graphiques. On y reviendra aussi. Voilà. Mais dans d'autres typologies de besoins, on va aussi servir à la production packaging et globalement tout ce qui a vocation à servir la production marketing. Alors, quelques exemples de nos clients pour, là encore, ceux qui découvrent et qui relèvent donc d'une manière générale de cette caractéristique des entreprises communicantes, c'est-à-dire que d'une manière générale, elles ont des gammes de produits assez larges et profondes qu'elles vendent au travers de canaux différents, force de vente directe, indirecte, e-retailer, etc. Et pour certaines d'entre elles également en France et à l'international, ce qui va évidemment renforcer la problématique et les impératifs de production dans ce domaine. Pour ce qui vous concerne et nous concerne plus directement aujourd'hui, les 8 adhérents qui aujourd'hui sont déjà utilisateurs des solutions Galilée, qu'elles soient donc sur la partie et gestion des données et e-commerce ou uniquement e-commerce. On détaillera ça également dans le cadre de notre entretien, mais évidemment comme autant de vos confrères auprès desquels vous pouvez et vous pourrez vous renseigner et partager les expériences, puisque c'est également un des registres qu'on s'est employé depuis les origines du projet Galilée avec Socoda, c'est-à-dire favoriser les échanges et la collaboration entre vous, les différents adhérents Socoda intéressés par cette démarche e-commerce B2B, pour participer à la base à son éclosion, et puis tout au long de ces 5 années à son évolution. J'y reviendrai aussi un peu plus tard. Alors, la caractéristique de ce qu'on va évoquer, de la solution qu'on a élaborée donc, ces 5 dernières années, hein, c'est quand même pas rien, et qu'elle est conçue, alors c'est une évidence, mais surtout avec les adhérences au Coda. Je vais y revenir dans un instant, mais pour information, c'est avec Nicolas Ochitsky, avec Louis Noulet, entre autres, depuis les origines, que l'on a défini. Alors, j'associe aussi largement la direction de Socoda actuelle et passée, puisque c'est ensemble qu'on a donc initié ce projet et conçu la solution en question. Alors, à savoir que cette solution, ça passe un peu vite, cette solution est portée au sein de Galilée donc par une équipe composée donc
d'une dizaine de collaborateurs qui relèvent des différentes spécialités requises pour pouvoir mettre en œuvre un projet de ce type-là, qu'il soit donc à l'échelle, évidemment, de ceux qui vont appréhender de prime abord l'expression des besoins, donc les chefs de projet, associés évidemment aux compétences techniques de nos développeurs, complétés par nos actions d'un point de vue commercial et marketing pour arriver à servir la population des adhérents Socoda. Donc, voilà, pour toucher du doigt le fait qu'au sein de Galilée, le projet Socoda mobilise une équipe pluridisciplinaire pour vous accompagner au quotidien dans les différentes étapes que là aussi, on va décrire au long de ce webinaire. Alors, première considération, c'est qu'est-ce qui a motivé le fait que ce projet soit mis en œuvre. Alors, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que la motivation essentielle relève du fait que l'e-commerce, et en particulier pour celui qui, dans son acception B2B, relève de l'échange entre entreprises, ne cesse de se développer avec des marges de progression qui sont assez inhabituelles, puisqu'elles transcendent très largement, par exemple, la progression de l'e-commerce B2C. Alors, je ne relis pas l'ensemble des points qu'on a mis en exergue ici pour attester de cette prééminence de l'e-commerce B2B dans les échanges entre entreprises et surtout de la façon dont il a vocation à croître. Je m'appesantirai sur le dernier des points évoqués ici pour mettre bien en exergue le fait que c'est une démarche qui s'impose parce que l'habitude des acheteurs dans le fait d'opérer leurs achats en ligne va à ce point, ou est à ce point aujourd'hui une tendance lourde que les analyses donnent que finalement, ils disent les acheteurs que s'ils ne trouvent pas une solution qui leur permette d'eux, alors ils seraient enclins à se tourner vers un concurrent. Donc, Kevin, de ce point de vue-là, on a réfléchi cet angle des choses, et justement pour ce qui était de mesurer l'impact, d'apprécier l'impact du fait d'avoir ou pas une solution e-commerce B2B à destination de ses clients. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, en échangeant un petit peu avec les différents adhérents depuis la genèse du projet, on remarque que cette tendance, elle s'affirme dans votre secteur, ce qui est confirmé ici par les études que l'on peut voir. Ça se confirme dans votre secteur d'activité, c'est-à-dire que l'expérience d'achat est en train de muter. On passe véritablement vers des acheteurs qui s'orientent vers le numérique. Et qui plus est, ces dernières années, il y a plusieurs facteurs qui ont accéléré cette tendance. Alors, je ne vais pas vous refaire tout le Covid, mais bien évidemment que la crise sanitaire a accéléré l'orientation des acheteurs vers le numérique. Ceux qui ont réussi à s'adapter, c'est ceux qui ont déployé des sites e-commerce, c'est ceux qui ont réussi finalement à perdre le moins de business dans cette zone de perturbation. Un autre facteur qui est très important, et qu'on remarque dans votre secteur, c'est le rajeunissement de la cible. Et aujourd'hui, les artisans, les PME, ils comptent de plus en plus de nouvelles générations, ces fameux millennials, digital natives, tout ce qu'on veut les appeler. Bref, des personnes qui sont habituées à consommer sur leur téléphone, en digital, en numérique. Et donc, lorsque ces personnes sont sur le chantier, ils n'hésitent pas à sortir les téléphones pour consulter un catalogue produit, commencer à passer leur panier, à réaliser leur panier en réservant des produits, bref, à s'orienter vers un tunnel d'achat numérique. Et le point, c'est que en échangeant encore une fois avec Nolé ou Oshitski, on a remarqué que parmi vos concurrents, ceux qui s'imposent, ce sont ceux qui ont déjà mis en place ce type de solution, et notamment des Rexel, par exemple, ou Mano Pro, voilà, donc des personnes qui ont des entreprises qui ont l'habitude du numérique. Et donc, garder à l'esprit le fait que ce comportement d'achat, il évolue, il s'oriente vers le numérique. C'est aussi important pour vous prendre le pas de ce numérique, surtout pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas. Pour ceux qui ont déjà franchi le pas et qui ont déjà des sites e-commerce B2B, on s'aperçoit que les technologies sont aussi vieillissantes et qu'il y a un besoin d'avoir des sites qui évoluent
au fil du temps et qui sont remis à la page, qui sont remis au goût du jour et qui introduisent les fonctionnalités essentielles et qui sont demandées par vos utilisateurs sur le devant de la scène et sur vos interfaces d'échange B2B. L'ensemble de ces motivations sont en fait celles qui, ces dernières années, ont présidé à la mise en œuvre et à l'émergence du projet que l'on anime ensemble. Et donc, c'est ce sur quoi revient Henri Danzin, que l'on a interviewé pour avoir justement son feedback sur le sujet. C'est outiller les adhérents et leur apporter des solutions pour être capables de se faire leurs propres convictions et qu'ils puissent dérouler une stratégie digitale qui leur appartient. Ce que je retiens comme avantage, c'est que Galilée est arrivé en précurseur dans le réseau Socoda, que Socoda a bien compris que le niveau de maturité de nos adhérents et leurs besoins n'étant pas les mêmes, qu'ils sont en capacité de pouvoir proposer des solutions diversifiées. Donc, il faut lui permettre de se déployer au sein du réseau. Nos adhérents ayant des points de vente, 1000 points de vente, sont le principal canal de distribution. Donc, le e-commerce vient compléter ce dispositif. Le bénéfice du e-commerce devrait permettre de permettre d'ouvrir un nouveau canal pour le client qui est en attente de plus de réactivité, de pouvoir, on va dire, opérer ses achats chez un de nos distributeurs exactement comme il le ferait avec un pure player et à toute heure de la journée. Et si possible également sur son smartphone depuis directement son chantier. Donc pour nous, c'est une fenêtre ouverte vers son stock, une fenêtre ouverte pour le client vers ses conditions tarifaires. Et c'est avant tout un service, mais qui ne vient évidemment pas se substituer à ce qui se passe en agence, mais bien compléter le dispositif. Et également, le facteur humain est très important dans la relation qui est nouée entre le client professionnel et les équipes de nos adhérents. Et donc, c'est aussi une occasion pour les équipes qui sont sur le terrain de pouvoir passer plus de temps sur ce qui a vraiment de la valeur, à savoir l'expertise, le conseil, et non pas se battre sur les prix, sur lesquels de toute façon le réseau aura toujours du mal à se positionner, puisqu'il y a des pure players qui font ça beaucoup mieux que nous. Je dirais que c'est une solution qui est au standard du marché, qui permet à des adhérents de nos différentes branches, pour peu qu'ils aient la capacité de pouvoir on va dire, s'organiser pour vraiment la gérer, parce que ça reste une solution assez riche, et qui n'est pas forcément adaptée aux tout petits adhérents. Pour peu qu'ils soient capables de l'utiliser, elle offre le gros de tout ce dont un client professionnel a besoin pour pouvoir interagir avec un adhérent de ce côté. Alors, comme Henri l'exprime ici, le projet s'inscrit dans la stratégie du groupe et qui relève du fait que, et c'est ce en quoi, entre autres, on n'évoque pas seulement une solution e-commerce, mais on évoque l'intégration de la faculté de vendre en ligne dans un écosystème, le vôtre, qui met en œuvre d'un côté donc un groupement qui anime la relation avec une diversité de fournisseurs, qui tous ces fournisseurs ont vocation, au travers de tout ce qu'ils ont à proposer comme produit, représente autant d'informations produits qui ensuite doit être scénarisée de telle sorte qu'elle puisse être utilisée. Et donc, c'est cette démarche dans laquelle le groupe s'est inscrit dans sa propension à pouvoir gérer de façon centralisée cette information produit, de sorte qu'il soit en mesure de pouvoir ensuite la mettre à disposition des adhérents du groupe, considérant que c'est en soi un travail qui est fastidieux, chronophage, coûteux. Et donc, le fait de le réaliser de façon centralisée, de sorte qu'ensuite il puisse être mis en œuvre de façon décentralisée, est en l'occurrence un des éléments forts et déterminants de la solution qu'on évoque ici, puisque cette solution s'inscrit dans une logique d'interconnexion avec d'un côté l'information produit qui est appréhendée à l'échelle du groupe, de l'autre côté votre information particulière pour celle qui est contenue dans vos ERP, et on pourrait également évoquer d'autres types de sources d'informations produits, parce qu'on le sait, vous pouvez être par ailleurs en prise avec Socoda et en direct avec certains fournisseurs que, par exemple, Socoda ne gère pas, hein, je pense à l'acier, par exemple. Ça peut être également parce qu'on le sait, vous pouvez être aussi
multigroupes. Bref, toutes ces raisons qui font que la diversité de l'information produit est une des clés dans ce domaine. Et la solution qu'on a conçue s'inscrit dans cette logique de vous faciliter l'intégration de toutes ces données. On verra dans quelle mesure, et en particulier dans l'intégration avec les outils Socuda. Alors, ça a vocation que vous puissiez disposer donc, de ce que, en l'occurrence, l'e-commerce apporte, le fait d'être un relais de la force commerciale, on le disait, et d'être en mesure d'offrir l'accès à son offre, à la commande et à la recommande à ses clients, évidemment, 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Alors, le propos à ce moment-là, eh bien, d'offrir à vos clients la faculté de pouvoir accéder à tout ce dont ils ont besoin. On a parlé de la capacité de passer les commandes, mais aussi de gérer leur historique, leur suivi, leur livraison, etc. J'ai évoqué à plusieurs reprises le fait que le groupe s'investissait évidemment dans la gestion et dans l'agrégation de l'information produit. On a également appréhendé, on y reviendra dans un instant, le cas où certains d'entre vous souhaitent s'autonomiser sur l'agrégation de la donnée, disposer en clair de leur propre PIM. Alors, à quelle fin? Particulièrement lorsque finalement on va être dans cette logique très multicanale, c'est-à-dire que l'information produit que j'agrège, je ne la destine pas, entre guillemets, uniquement à mon site e-commerce, mais je souhaite en faire un usage plus large, parce que par ailleurs, je produis des catalogues, je fais de la PLV, j'adresse d'autres canaux que mon canal e-commerce B2B, je peux aussi avoir un site B2C par exemple. Et donc, on a pris en compte l'éventualité où votre souhait serait non seulement de pouvoir évidemment vendre en ligne, mais aussi de pouvoir gérer l'agrégation et la gestion de votre propre information. Donc, c'est ce qui va nous amener à pouvoir appréhender donc, les différentes manières dont on a appréhendé justement cette diversité de besoins. Et là encore, en intégrant une spécificité pour s'adapter au contexte du groupe, dans la façon de définir les besoins et de faire évoluer la plateforme de façon continue au gré de justement des besoins qui sont exprimés. Alors, le propos, c'est que toutes les fonctionnalités relèvent de ce qu'on appelle le socle commun, c'est-à-dire que tout ce que tout à l'heure Jean-Louis nous montrera pendant la démo est constitué du socle commun qui, lorsque un nouvel adhérent déploie les solutions, lui sont de base accessibles. Comment ce socle commun a été constitué? Eh bien, en fait, par l'expression de besoins, comme je l'évoquais, alors des premiers qui ont démarré et puis de ceux qui sont venus s'y ajouter. Hein. On travaille par exemple en ce moment avec les équipes de Renard et Christophe Dumont sur tout un pan fonctionnel autour de l'utilisation de la donnée plutôt pour de la PAO que pour de l'e-commerce, évidemment dans une logique de complémentarité, et ça va représenter de nouvelles fonctionnalités qui ont vocation ensuite à devenir potentiellement accessibles au plus grand nombre. Parce qu'on a créé cette logique qui permet, sur la base de l'expression de besoins spécifiques, alors qui relève dans ce principe-là d'une manière très facile d'exprimer son besoin, au sens où on n'est absolument pas dans les considérations techniques, mais dans le fait de dire, voilà, en tant qu'adhérent Socoda, je veux pouvoir, pour reprendre mon exemple, créer des catalogues produits à partir donc, de la donnée qui est gérée, que je gère, afin de pouvoir automatiser ma production de catalogue. Voilà. Et c'est sur ces bases-là qu'on va être en mesure de spécifier les fonctionnalités. Et dès lors qu'elles vont être appréhendées par les différents adhérents, pouvoir, selon vos décisions, intégrer le socle commun et à partir de là, relever potentiellement du financement du groupe et venir étoffer de façon continue les fonctionnalités qui ensuite vont être ajoutées à la solution et livrées à l'ensemble des adhérents. Alors, dernier exemple en date, vous avez peut-être entendu parler de cette fonctionnalité qui s'appelle le punch-out, c'est-à-dire la faculté de pouvoir rendre votre offre produit accessible à vos clients plutôt grands comptes depuis leur propre plateforme d'achat. C'est-à-dire qu'au lieu pour donc, ce client final de devoir aller sur un site, passer une commande, revenir dans son propre ERP, ressaisir cette commande pour générer un nom de commande, etc. Mais là, en fait, il va pouvoir directement, depuis cette fonctionnalité, accéder dans son outil à lui à votre offre produit, réaliser sa commande
qu'elle vous soit adressée et automatiquement également disponible dans son propre système à lui. Bon, ben, cette fonctionnalité a été spécifiée, a été demandée par ceux qui étaient très en prise avec des clients. Alors, le premier, c'est Eiffage, pour l'anecdote. On a spécifié cette fonctionnalité. Il est apparu qu'elle était utile au plus grand nombre. On a donc développé la fonctionnalité en question et on vient donc, dans le cadre de la dernière évolution qu'on a livrée, livrer cette fonctionnalité pour tous les adhérents qui étaient équipés. Voilà la logique de fonctionnement qui nous a permis d'arriver donc à constituer l'ensemble de celles des fonctionnalités que l'on met en œuvre. Alors, qu'on met en œuvre de quelle manière? On a conçu deux offres, deux solutions à votre endroit. Je vais laisser à Kevin le soin de nous détailler. Tout à fait, merci Arnaud. La slide suivante est en train de passer. Donc, pour couvrir au mieux les besoins, Arnaud l'a évoqué, on met à disposition aujourd'hui 2 packs à destination des adhérents. Le premier pack se concentre sur la partie e-shop B2B avec notre solution Magento by Galilée qui permet de répondre à toutes vos problématiques autour de l'e-commerce et s'appuyer sur le socle commun et l'ensemble des fonctionnalités qui ont déjà été déployées. L'autre offre, c'est l'offre Enterprise qui comprend toute la gestion de l'information produit, ce qu'on appelle PIM, avec un socle qu'on appelle PIM Core pour alimenter votre e-shop et vos différents canaux de communication. Dans cette version Enterprise, on va se concentrer justement sur la mise à disposition d'une solution qui permet d'agréger l'ensemble des informations qui proviennent des différentes sources de données, comme l'a expliqué Arnaud, ERP ou vos différents fournisseurs, pour nourrir vos différents canaux de distribution. Les 2 offres avec 2 coûts de projet que vous voyez ici, qui donc permettent de couvrir l'ensemble des besoins. Le pack business avec un coût de projet à 14 000 €, dont la contribution de Socoda est de 3 500 €, avec une contribution plutôt de Socoda, du groupement Socoda à 3 500 €, et le pack Enterprise avec un coût de projet à 25 000 € et une contribution du groupement de 5 000 €. Ensuite, vous voyez apparaître les coûts mensuels qui correspondent à l'hébergement et le maintien de la solution, avec pour le pack business un coût mensuel à 1 170 € par mois et pour le pack Enterprise un coût mensuel à 1 790 € par mois. Ensuite, vous voyez des tarifs dégressifs en fonction du déploiement du nombre, enfin en fonction des adhérents qui seront déployés avec la solution. Alors ça, pour nous inscrire évidemment dans la logique de fonctionnement d'un groupe comme Socoda, qui tend entre autres à faire que dès lors que plusieurs adhérents adhèrent à une offre, comme vous le pratiquez habituellement sur vos achats, la quantité a vocation à vous apporter un bénéfice, en l'occurrence un tarif dégressif. Petite précision, les forfaits des coûts de projet dont on parle ici sont ce qu'on a estimé que représentait le coût de déploiement d'une solution. Alors, chez certains, ça peut être moins ou plus en fonction des spécificités, en fonction de particularités. Mais le fait étant que, comme on le détaillera un peu plus tard, à l'image du reste de la solution que l'on a conçue pour être appréhendée de façon unitaire et déployée de façon multiple, pour la mise en œuvre, on a aussi travaillé à cette logique d'industrialisation des déploiements, de sorte qu'à l'échelle unitaire, ça soit le moins coûteux possible. Donc, on a créé tout un ensemble de façons de, lorsqu'on met en œuvre la solution en question, avoir finalement préparé le terrain pour que, d'une part, ça relève pour vous de la quantité la plus optimisée de travail à produire, et d'autre part que plutôt que chacun doive quelque part réinventer un peu la roue dans son coin, on ait pu définir de façon un peu globale l'ensemble de ce qui devait être passé en revue pour qu'une solution puisse être mise en œuvre, industrialiser cette démarche encore une fois, de sorte qu'à partir de là, ça puisse vous permettre d'accéder à cette logique de déploiement dans des coûts optimisés, de même que ceux qui relèvent de l'exploitation des solutions, les coûts mensuels, qui sont, au regard de ce que la solution permet de faire, également extrêmement optimisés. Alors, en l'occurrence, on parle de fonctionnalités, mais on va justement appréhender les fonctionnalités essentielles d'une solution e-commerce B2B pour que vous puissiez toucher du doigt, finalement, ce sur quoi il faut se concentrer
lorsque on s'investit dans un projet de ce type-là. Étant entendu que une des, là aussi, réflexions fortes qui nous anime aujourd'hui et qui, là aussi, relève de la façon dont vous-même exprimez, un certain nombre des adhérents avec lesquels on travaille, exprimez les besoins, et qui sont finalement de recréer en ligne une expérience utilisateur qui soit du même niveau de qualité que celle que vous offrez quand vos clients viennent au comptoir. Parce que c'est une des particularités des adhérents, de la plupart des adhérents, c'est que jusque-là, une grosse partie de la relation client, elle s'établit lorsque le client vient chez vous, parce qu'il a l'habitude de venir chez vous, parce qu'il va trouver auprès de vos équipes les informations dont il a besoin, il va pouvoir potentiellement repartir avec ses produits. Bref, c'est ces habitudes-là qu'il faut en fait transposer en ligne pour qu'elles viennent compléter les différentes manières que vous avez de pouvoir servir vos clients. Et donc, c'est dans cette logique-là qu'on s'est orienté, notamment pour, par exemple, ce qui concerne, vous avez vu qu'on évoquait des centaines de milliers de produits, ce qui est, dans une logique e-commerce, extrêmement engageant. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre d'entre vous nous ont dit, moi, ce que je souhaiterais que mes clients puissent faire lorsqu'ils viennent sur mon site e-commerce, c'est finalement avoir la même capacité que lorsqu'ils viennent au comptoir et que notre commercial, notre opérateur va, dans notre ERP, être capable d'aller chercher le 150 millième de produit au tréfonds de notre ERP, mais c'est celui dont le client a besoin ce jour-là. Et ce qu'on voudrait, c'est que, en ligne, il puisse faire la même chose. C'est exactement ce en quoi on s'est appliqué, c'est avoir cette capacité à gérer des grandes quantités de références produits, de sorte que votre client puisse, en ligne, trouver la même chose que s'il venait directement au comptoir, en s'inscrivant en plein dans ce qu'on illustre sur cette slide, c'est-à-dire qu'il y ait une vraie complémentarité entre les différentes approches. Alors, pour ce que sont on a recensé 7 fonctionnalités indispensables à l'échelle d'une plateforme e-commerce B2B pour justement servir les attentes de vos clients. Première des fonctionnalités, l'identification du client grâce à son authentification. Et c'est une des particularités fortes de l'e-commerce B2B par rapport au B2C. En gros, le B2C, donc je m'adresse à tout le monde, et là, n'importe qui arrive sur mon site, voit mes produits, les prix, et pour tout le monde, on a la même approche. Dans le cadre du B2B, vous le savez, c'est très différent. Vos clients peuvent déjà avoir accès à toute ou partie de votre catalogue. Ils vont très fréquemment avoir une tarification qui leur est propre, potentiellement un certain nombre d'informations qui vont les concerner, le type de points de livraison auxquels ils sont rattachés, leur historique de commande, bref, tout un ensemble d'informations qui les concernent eux en propre. Et bien, via l'identification, donc pour accéder à toute cette information, ils vont devoir s'authentifier et à partir de là, on va pouvoir leur servir tout un environnement qui leur est propre. Et au premier rang desquels, la page d'accueil, qui relève, on le verra aussi tout à l'heure de façon très concrète, de la faculté de pouvoir directement servir auprès de ses clients l'information commerciale qu'on estime pertinente et la mise en avant des offres que là aussi on estime intéressante. Troisième considération, à partir de là, notre client, il s'est connecté, il est passé par la page d'accueil et on lui sert son catalogue produit. Et donc là, aussi la réflexion sur la nature des offres, la nature des produits, la façon de présenter ces produits qu'on estimera être la plus intéressante. Et on verra également tout à l'heure dans quel registre on peut varier dans ce domaine. Quatrième registre déterminant, la fiche produit. C'est une des particularités là aussi du B2B, d'offrir une complétude de l'information qui est assez différente que dans les autres acceptions e-commerce. Fiche de sécurité, fiche produit, informations techniques, métriques, bref, autant d'informations qui sont celles dont vos clients ont besoin pour être sûr qu'ils achètent la bonne taille, le bon voltage, la bonne puissance, etc. Donc, la nature de cette fiche produit et des informations qu'elle présente est également un élément important et qui va se trouver d'autant bien servi par ce qu'on a décrit plus tôt, c'est-à-dire que le groupe agrège l'information produit, vous la met à disposition, que vous-même puissiez enrichir ou avoir d'autres sources d'informations, l'ensemble vous permettant de produire des fiches produits les plus adaptées finalement à ce que vous estimez être le standard à servir à votre client.
Autre élément déterminant, la partie relative à son compte finalement, aux informations inhérentes à son compte, avec tout mon récap de commandes, ce qui va me permettre évidemment de pouvoir commander et recommander. J'ai régulièrement la même commande à passer, là je vais la retrouver et pouvoir très rapidement et très simplement la remettre en œuvre. On le verra là aussi concrètement dans un instant. Et enfin, tout ce qui va avoir trait à, en particulier, l'accomplissement de l'acte d'achat jusqu'à la considération des différentes étapes de la commande, parce que dans le B2B, eh bien, on est aussi dans un registre où ce n'est pas nécessairement, voire même très rarement, l'acheteur qui arrive avec sa carte de crédit choisit et achète. Très fréquemment, on va avoir potentiellement des validateurs. Donc, j'ai une personne qui va constituer la commande, qui va demander à une autre de la valider et à un troisième de la payer, par exemple. Bon, voire le paiement est en compte. Bon, ben, c'est tous ces éléments-là que l'on va appréhender dans ces fonctionnalités inhérentes à la validation de la commande et au suivi des étapes. Et ensuite, au travers d'un tableau de bord, pouvoir disposer, faire en sorte que mon client dispose d'un maximum d'informations relatives aux échanges que l'on a. Donc, les statistiques qu'on vient de les évoquer, de tout ce qui peut être document que vous souhaitiez lui mettre à disposition, donc encore une fois, facture, devis, fiche produit, etc. Puisque vous disposez, là aussi on le verra tout à l'heure, sur la plateforme e-commerce et dans le compte utilisateur, d'une vraie petite gestion électronique de documents, vous permettant de pouvoir donc le mettre à disposition tout ce que vous souhaitez dans le domaine. Alors, après avoir évoqué ça de façon théorique, on va maintenant le voir en pratique. Et donc, je vais passer la parole à Jean-Louis qui va nous faire une présentation, une démo de la plateforme, alors en utilisant directement un certain nombre de celles des adhérents Socoda sur lesquelles on travaille actuellement. Alors, pendant que Jean-Louis se lance, un petit point que j'oublie à chaque fois, vous avez la faculté, dans la fenêtre de discussion, de poser des questions si vous en avez. On fera une session de questions-réponses à la fin. Mais dans l'intervalle, si vous avez des sujets ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez donc la fenêtre de discussion à cet effet. Donc, c'est bien l'écran Koczynski que tout le monde voit? Tout à fait. OK, vous avez donc une poursuite lumineuse là, qui se balade sur l'écran. J'espère qu'elle est suffisamment fluide chez vous. J'agence un petit peu mes différentes fenêtres, puisque je partage en même temps. Voilà. OK, donc là, je vais vous présenter un scénario assez simple, assez fréquemment utilisé, qui va consister donc évidemment à faire tout un flux de commandes. Alors en premier lieu, alors je vais reprendre évidemment un certain nombre d'arguments qu'a pu exposer Arnaud en essayant de les illustrer concrètement. En premier lieu, le fait d'avoir une boutique qui est ouverte, c'est-à-dire que si aujourd'hui je vais sur Oshitski, je vais sur Delec Nollet ou chez Renard, enfin les différents adhérents que l'on a évoqués tout à l'heure, on a accès à une boutique ouverte. Mais cette boutique peut aussi être une boutique fermée. Voilà, Moreau, dans son choix, a décidé de dire non, cette boutique, c'est un e-shop, c'est vraiment un espace client qui, lui, est réservé à la connexion. Je rebondis sur la connexion que l'on avait tout à l'heure. Le fait que donc j'arrive sur un site ouvert ou j'arrive sur un site fermé. Lorsque je suis sur un site ouvert, comme l'a évoqué Arnaud, on va accéder donc à tous les éléments de réassurance, tous les éléments marketing, de communication qu'on pourrait mettre en place sur cette home page. Et en baladant dans les différents produits, je vais quand même accéder à la fiche produit. Mais évidemment, je n'aurai pas accès ni au tarif, ni au stock, puisque c'est à partir du moment où je vais me connecter que j'aurai mes propres tarifs, que je vais pouvoir visualiser les stocks, et comme le disait aussi Arnaud, le fait d'avoir ce qu'on appelle un catalogue restreint. C'est-à-dire que vous pourriez très bien négocier avec un client, un de vos clients en particulier, une gamme très restreinte de votre catalogue, auquel il n'accéderait qu'en se connectant. Donc sur vos 10, 15 ou 150 000 produits, il y a peut-être 5 000 produits que vous allez proposer à telle université, et à ce moment-là, l'acheteur de l'université ne verra que ces 5 000 produits parmi les 15 000 ou les 150 000, et évidemment avec toujours ces prix. Donc très rapidement, je vais évidemment me connecter, puisque là, je suis sur un site vitrine en quelque sorte. Donc, j'accède à l'intégralité de la gamme. Cependant, je peux me balader dans les menus, faire mes différentes recherches, le grand par exemple, pour pouvoir me balader donc, et accéder à un certain nombre de produits. Alors, on le voit déjà ici, oui, il y a certains produits qui n'ont pas forcément d'image et aussi la fiche d'information que l'on indiquait tout à l'heure, dont une partie peut provenir de Socoda, du PIM Socoda, du PIM Cloud Socoda. C'est dans ce sens que la mutualisation des informations produits chez Socoda peut servir chacun des adhérents, puisque
si vous n'avez pas une somme d'informations suffisante dans votre ERP actuellement, elle peut être complétée par les images produits fournies par Socoda et aussi l'information produit fournie par Socoda, parce qu'on constate assez souvent quand même que dans votre ERP, s'il y a une information produit qui est plus ou moins correcte, c'est assez rare que vous ayez des images. Et on le sait, c'est quand même très important d'avoir des images sur le site. C'est quand même quelque chose à la fois plus joli et plus réassurant. Donc très rapidement, je vais en fait me connecter, hein, tout simplement. Et donc la principale différence à partir du moment où je suis connecté, c'est qu'évidemment maintenant, je vais voir apparaître les prix. Et lorsque je vais arriver sur un produit, je vais donc pouvoir consulter aussi les stocks. Alors évidemment, je suis tombé sur un produit qui est indisponible. Hop, je vais dans un aspirateur. Donc pour pouvoir accéder donc à la fiche produit, d'accord. Pouvoir des petites fonctionnalités, comme l'évoquait tout à l'heure Arnaud, le fait que c'est une demande qui historiquement a été faite par Nolay, c'est de pouvoir télécharger la fiche produit directement depuis la fiche produit, puisque certaines administrations ou certains clients vous demandent de pouvoir imprimer cette fiche parce qu'elle sera associée au devis, en fait. Donc ça, c'est typiquement une fonctionnalité qui n'existait pas au départ et qu'on nous a demandé de rajouter. Ah, je ne suis pas connecté, en fait. C'est pour ça que... Hop, hop. Voilà, je suis connecté. Je vais retourner sur ce prix en espérant qu'on ait du stock. OK. Donc, je vais continuer mon acte d'achat. Évidemment, l'effet démo. La connexion ne se fait pas. Je vais donc utiliser une fonction qui nous est bien utile, qui est la fonction qui va me permettre de me connecter à la place du client. Puisque parfois, souvent, lors de la mise en place, vous avez besoin d'assister vos clients, et donc vous avez la capacité, en fait, depuis le back-office, de simuler une connexion à sa place. Ce qui va vous permettre de l'aider, de potentiellement préparer des commandes à sa place. Ça aussi, c'est quelque chose qui avait été demandé, hein, c'est-à-dire d'usurper en quelque sorte le compte de votre client pour pouvoir être connecté. Et à ce moment-là, pouvoir y accéder. OK, je repars sur mon produit. Voilà. Donc là, je suis donc connecté. Je peux reprendre ma présentation. Je vous prie de m'excuser. Tous mes tests avant m'ont déstabilisé. Je vais donc repartir sur la fiche produit. Comme je l'indiquais tout à l'heure, je vais donc pouvoir accéder au prix qui m'est spécifique, ainsi qu'aux différents stocks des différentes agences. Là, les adhérents ont des approches différentes. On peut très bien avoir un stock commun qui va être le dépôt à partir duquel tous vos éléments vont pouvoir partir, ou vous pouvez aussi avoir des stocks unitaires par agence. Tout ça, évidemment, sont des informations qui sont mises à partir de votre ERP et que l'on va intégrer. On revient sur la fiche produit telle que je l'ai évoquée tout à l'heure. Détail qui provient soit de l'ERP, soit du MDM qui va s'intercaler entre votre ERP et l'e-commerce, soit du PIM Socoda. En fait, on va concaténer toute cette information pour essayer de faire une fiche produit la plus riche possible. Et puis, je vais donc passer assez rapidement à l'action d'achat. Alors, il faut noter évidemment que suivant la typologie de produit, on va pouvoir gérer la notion de packaging, hein, la notion de conditionnement. Même si le clou, vous le vendez à l'unité, vous le vendez quand même par paquet de 50 ou par 200. Du câble ou du bois, le prix est au mètre linéaire, mais un bastin va faire 3,50 m. Donc, toutes ces petites finesses qui sont très liées au e-commerce B2B et qu'on rencontre un peu moins dans l'e-commerce traditionnel, on va pouvoir les gérer évidemment avec tout ce qu'on a mis en place au fur et à mesure. Donc, j'ai ajouté ce produit à mon panier. Je vais maintenant consulter ce panier. Il va à ce moment-là me permettre de finaliser mon acte d'achat, mais pas que. Puisque ici, j'ai un certain nombre de boutons qui vont être conditionnés par les droits que j'ai sur le système. On a considéré qu'on avait en fait 3 grandes familles de droits, puisqu'on le sait chez certains de vos acheteurs, de vos clients, on a des services, on a des régions, si on prend Eiffage ou si on prend Faya, on sait qu'on va avoir un chef de secteur, on va avoir des chefs de chantier, et puis on va avoir peut-être des gens qui vont juste pouvoir consulter. Bon, mais cette gestion de droits, elle est gérée parce qu'on va y associer un flux de validation avec des encours de commande, avec des montants maximum de commandes, pour qu'à chaque fois, le supérieur de la personne qui passe commande ait la capacité potentiellement de valider. De la même façon que
si je veux ajouter un produit dont je connais déjà les références, excusez-moi, je ne connais pas les références produits par cœur, je vais pouvoir, en connaissant cette référence, parce que je suis, voilà, on le sait là aussi, en analysant un peu les parcours utilisateurs, on voit que les gens ne se baladent pas comme sur un site e-commerce traditionnel, ils ont tendance plutôt à rechercher une référence, ils ont tendance à déjà connaître les produits avec lesquels ils travaillent. Donc, directement depuis le panier, ici, on a la capacité, en saisissant une référence que je connais déjà, de pouvoir l'ajouter automatiquement au panier, ce qui fait que si j'ai préparé ma commande, je peux être plus rapide dans sa saisie. Et là aussi, lors du dernier club, par exemple, utilisateur, une fonction qui nous a été demandée, c'est de pouvoir générer un panier par le biais d'un import. C'est-à-dire, je constitue, parce que je connais les références, un petit fichier Excel ou un petit fichier CSV. Et ici, je fais non pas ajouter un produit à l'unité, mais ajouter un produit par liste. Et tous mes éléments viendront se rajouter à ce moment-là dans mon panier. C'est une des évolutions que l'on va faire en cours. Alors, autre fonctionnalité que l'on retrouve en bas, c'est la constitution des listes types. C'est-à-dire qu'on sait très bien que certains clients vont recommander plus ou moins toujours la même chose. Donc, ce panier que j'ai fait ici, j'ai la capacité de le transformer en liste type pour pouvoir ensuite donc, consulter depuis mon compte client mes listes types. Voilà, oui, j'en ai fait plusieurs à chaque fois pour pouvoir les voir. Je prends la liste de types que j'avais fait la veille. Donc, j'ai une liste type avec un certain nombre de produits. Et à ce moment-là, il me suffit simplement de dire je veux utiliser cette liste type pour que les produits de cette liste type soient rajoutés dans mon panier. À partir de là, je peux changer les quantités, je peux enlever un panier, puisque même si ma liste type m'intéresse, ce coffret, dans ce cas présent, je n'ai pas besoin de le commander. Et évidemment, comme je l'ai fait tout à l'heure, ajouter aussi un nouveau produit par référence. D'accord? Donc, principe de liste type, c'est dans ce sens-là que le fait de pouvoir se connecter à la place du client est intéressante parce que ça vous permet de l'aider, en fait, hein, lorsqu'il a l'habitude de vous appeler et de vous dire « Ah ben tiens, est-ce que tu peux me préparer telle ou telle commande ?» Bon, ben, là aussi, on a transposé sur l'e-commerce ce qui pouvait être fait humainement et en comptoir. Donc, vous pouvez très bien créer la liste type, vous pouvez très bien créer la commande que la personne ensuite pourra finaliser. La logique de devis, de la même façon, hein, c'est-à-dire que là, le contenu de ma commande, de mon panier, je l'ai mis en liste type. Mais là, le contenu de ma commande, en fait, je vais faire une demande de devis. Donc, un certain nombre de champs qui sont obligatoires, hein, c'est pour ça que ça n'a pas été validé. Donc, un numéro de commande interne. Alors, tout ça, ce sont des petits réglages. Le numéro de commande interne, dans le cas d'Oshinsky, il est obligatoire. Chez vous, il pourrait être optionnel. C'est des réglages auxquels on accède depuis l'interface d'administration. Un numéro de téléphone éventuel, éventuellement un commentaire. Devis test ne pas traiter dans ce cas-là. On comprendra avec les fautes. Et donc, je vais faire ma demande de devis. Mon devis 23, CJL, et un commentaire. Pas traiter test. Donc, cette action va générer en fait tout un jeu de mails. La demande de devis elle a été envoyée, elle a été reçue par Oshinsky. Je vais maintenant basculer donc, dans l'interface d'administrateur. Alors, qui peut être délégué à plusieurs personnes, hein, puisque là aussi, on trouve souvent des différents types de profils. On a des profils plutôt marketing qui vont assurer la maintenance de la homepage, les règles de promotion, mais on a aussi évidemment la partie plutôt vente, et on a la capacité à ce moment-là de donner des accès qui seraient différents. Donc, je vais aller dans la partie, demande de devis, et là, je vais retrouver les différentes demandes de devis, dont celle que je viens de faire ici. Je suis sur la société démonstration, qui va me permettre à ce niveau-là soit de le télécharger, parce que j'ai un traitement qui va être différent en interne, hein, donc ça va télécharger mon devis que je vais pouvoir à ce moment-là retraiter, envoyer, faxer, enfin repartir dans un flux plus traditionnel, plus hors informatique. Mais je vais pouvoir aussi évidemment l'éditer pour pouvoir le faire vivre. Alors le faire vivre, c'est y rajouter un produit, c'est potentiellement en enlever un, et puis c'est évidemment intervenir sur les prix qui vont être proposés, hein, directement depuis l'interface, pour pouvoir ensuite dire bah, ce devis, il est validé, il est annulé, il est expiré, le faire vivre, parce que la personne, depuis son front office, depuis son interface administrateur, de la même façon que tout à l'heure, il accédait à ces listes types, il va aussi, par le biais de son compte, le tableau de bord qu'évoquait Arnaud tout à l'heure, pouvoir accéder en fait à ces demandes de devis, ainsi qu'aux statuts qui seront associés avec ces demandes de devis. Ce statut-là, le devis, il est en attente de validation. Donc, en tant qu'Oshinsky, je vais valider ce devis. Là aussi, tout un jeu de mails va partir.
Et maintenant, si je reviens sur mon interface utilisateur en rafraîchissant cette page, je vais voir que du coup, le devis a bien été validé. Et donc, je peux maintenant soit le télécharger là aussi parce que j'ai besoin de le donner à l'acheteur chez moi, soit le voir, soit le convertir en palier pour pouvoir finaliser ma commande. Donc, je vais convertir mon élément. Je reviens toujours à cette page panier. La page panier, c'est le point de départ de toute une série de processus, comme on l'évoquait tout à l'heure. Et donc là, je vais passer à l'étape suivante. L'étape suivante va être le tunnel qui va me permettre de déterminer les options de livraison avec une option retrait en agence ou pas. À partir de là, on va me permettre de voir mes agences, de sélectionner l'agence qui m'intéresse, de choisir potentiellement les heures de livraison et ainsi de suite, ou un mode de livraison plus traditionnel, celui que vous avez aujourd'hui, pour pouvoir ensuite choisir le mode de paiement. Alors, le mode de paiement, aujourd'hui, on en a 3. On a évidemment le classique paiement client en compte. On a, dans certains cas, une carte achat. Ochinsky travaille beaucoup avec l'armée ou avec des administrations qui ont des cartes achats. C'est des cartes bleues un peu particulières, mais c'est des cartes achats. Et on a aussi le mode carte bleue, alors qui est assez peu activé, mais qui vient souvent en plan B, c'est-à-dire en deuxième méthode. Si, par exemple, l'encours client est dépassé, à ce moment-là, vous pouvez lui permettre de dire, bon, ben, OK, si vraiment ta commande elle est importante, ton encours est dépassé, donc je te propose de payer directement derrière le camion en sortant la carte bleue. Voilà donc les différents process assez classiques que on peut le retrouver, d'accord. Une recherche, une navigation, la consultation de la fiche produit, puis l'acte d'achat. On l'a vu dans mon compte. Pour faire la transition, vous avez à un moment ou à un autre besoin, alors il faut que j'annule ce devis. Voilà. Donc je reviens dans mon compte, et dans mon compte, je vais avoir accès à un certain nombre d'éléments. Donc les paniers que j'aurais pu sauvegarder, les demandes de devis, on a vu le flux qui se passait, mes listes types. En fonction de mes droits, les commandes qui sont en attente d'approbation parce que je dois approuver la commande de mon N-1. Mes commandes, évidemment, les anciennes commandes pour pouvoir potentiellement les repasser. Et puis, ce qu'évoquait tout à l'heure Arnaud, c'est ce qu'on appelle la gestion documentaire, c'est-à-dire la capacité que vous allez avoir de mettre à disposition un certain nombre de fichiers pour votre client. Alors, des documents communs à tous les clients, donc ça pourrait être une documentation technique, des fiches de sécurité, enfin peu importe, des documents. Et puis les documents qui sont vraiment mes documents, je suis la société démonstration. C'est pour ça que si j'étais la société Galilée, il y aurait marqué mes documents démonstration. Et là, je vais accéder à ce moment-là à une arborescence que je fais comme je veux, que vous faites comme vous voulez, pour pouvoir vous balader à l'intérieur des éléments dans lesquels on va retrouver, je crois que j'en ai ici divers, voilà, j'ai ici une documentation, un câble, que je vais pouvoir à ce moment-là télécharger et récupérer. Donc, c'est un moyen de communiquer avec vos clients pour leur mettre à disposition des fichiers. Là aussi, en essayant de décommissionner un peu, en essayant de leur donner de l'air un peu à vos commerciaux pour qu'ils n'aient pas forcément besoin, ah oui, il faut que je l'envoie un mail, il faut que je demande à l'assistante d'envoyer ça à telle personne. C'est plus facile dans l'absolu de mettre à disposition sur le site web. Et puis, c'est une référence. Puisque quelque chose qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, une grosse différence du B2B par rapport au B2C, c'est la logique de compte société. Sur un environnement e-commerce traditionnel, on a très vite un compte email égale un utilisateur. Dans nos métiers, en fait, on a une logique de société qui a des comptes utilisateurs et qui parfois sont aussi répartis dans différents services. Donc ça fait partie évidemment des évolutions du système qui fait qu'un système B2C devient B2B. C'est la gestion de ce genre de petites différences. Voilà, je pense avoir fait un tour assez générique. Je suis dans les temps. Est-ce que, Arnaud, il y aurait quelque chose d'autre que tu aimerais que je montre? Oui, juste un peu par anticipation par rapport à ce qu'on va évoquer tout à l'heure, mais en naviguant de Ochinsky à Odelec Ouais. ou à Moreau, montrer selon quoi ils ont chacun fait des choix différents en termes d'ergonomie. Ok, d'accord. Alors effectivement, comme vous le voyez, même à première vue, on voit tout de suite que les différents sites sont. Alors je vais refermer ces onglets. Hop, 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 voilà. Donc là, je suis sur Nolay, Ochinsky, on a du Obat ici, Renard. Alors Renard, c'est à notre adresse, eShop.renard. Voilà, on a aussi nos amis de la Réunion Ravat qui ont fait donc des choix graphiques complètement différents parce que le socle sur lequel on s'appuie permet de faire ça. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui à disposition ce qu'on appelle un thème graphique qui en fait va pouvoir se décliner en une multitude de présentations. C'est-à-dire qu'à partir du même
logiciels du même thème, vous voyez ici, il y en a une trentaine, on va pouvoir se projeter en mettant en place des mises en page qui seraient complètement différentes de l'une à l'autre. Vous voyez, par exemple, celle-ci et celle-ci, elle est clairement complètement différente. Pourtant, on se base sur le même socle. Donc ça vous appartient à un moment ou à un autre. Alors, soit à Osinski, à la sauce Osinski, de faire appel à une agence pour pouvoir aller plus loin dans la personnalisation, soit à l'image de ce qu'a fait, Diobat, ils l'ont fait tout seul, enfin tout seul avec notre assistance, mais en même temps ils l'ont fait tout seul, de pouvoir configurer le look de votre site comme vous l'entendez, avec des menus qui seraient différents. Là, on est par exemple sur un menu, vous voyez, un menu assez classique de niveau. Sur Osinski, on est plutôt dans ce qu'on appelle un big menu, c'est-à-dire que vous voyez, on est à 2 niveaux. Donc tout ça dépend vraiment de la capacité aussi, enfin de la façon dont votre catalogue est agencé dans votre RP. Et c'est là où le MDM prend tout son sens, parce qu'on l'a constaté à chaque fois, votre RP correspond à un usage historique, et vous avez parfois peut-être 20, 30, 40, 50 catégories de premier niveau. Ce que je veux dire, c'est que l'agencement de vos catégories, de vos sous-catégories, n'est pas forcément optimum par rapport à la présentation qu'on pourrait en faire dans une logique marketing sur un site web. Et c'est parfois difficile de remanier ce catalogue, et c'est là où le MDM prend toute sa portée, parce qu'en fait, on va injecter la donnée dans le MDM. Je vais vous le montrer très rapidement sans aller trop loin. Je vais aller sur, peu importe, sur celui-là. Donc là, ça c'est la vision MDM, hein, c'est-à-dire l'élément qui va s'intercaler entre votre RP et votre e-commerce dans le cas d'une offre enterprise, dans lequel on va retrouver une vue différente de vos produits, que j'appelle souvent la vue Excel, hein, puisqu'on va avoir une vue qui ressemble beaucoup plus à des tableaux, dans lequel on va retrouver toutes les informations, qui en fait sont les informations que l'on va revoir ensuite sur le site. Hein, c'est-à-dire que si je prends ce produit, je vais ouvrir dans la fiche, voilà, si je prends cette référence et que je vais sur le site de Renard, hop, et que je recherche cette référence, si elle est présente. Alors, avec une spécificité qu'on n'a pas évoquée tout à l'heure, c'est la logique de fiches groupées, hein, c'est-à-dire que lorsqu'aujourd'hui, sur vous, on le retrouve dans l'outillage, lorsque je vends une clé à molette, la clé à molette, elle existe en 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, et ainsi de suite. Je ne vais pas afficher chaque produit dans mon site. Ça ferait des mosaïques complètement indigestes de la même image et le même produit. Donc, il y a ce qu'on appelle la logique de produit groupé, c'est-à-dire que sous ce produit-là, que je ne peux pas acheter, en fait, je retrouve les autres références qui seront dessous, que l'on retrouve en visualisation, ici, en allant directement dans ce produit. Je vais le chercher. Voilà, donc je suis bien sur le produit groupé et j'ai bien les deux produits enfants correspondants. Et donc, si j'édite le produit enfant correspondant, je me retrouve sur sa fiche. Et là, on va retrouver, agencé de façon différente, les mêmes informations que l'on va retrouver sur la fiche. La description, les méta-informations, les différentes images qui sont associées. On l'a évoqué tout à l'heure, un MDM, ce n'est pas simplement la gestion de l'information produit, hein, c'est aussi la gestion des visuels qui sont associés, pour pouvoir les ajouter, pour pouvoir les lier. Et puis, on va retrouver, ce qui m'intéressait ici, c'était la catégorie. C'est-à-dire de dire aujourd'hui, la catégorie que j'ai envoyée, c'est celle-là, mais rien ne m'empêche de dire que ce produit-là, aujourd'hui, il est dans la gamme Facom. Je ne vais évidemment pas faire un modif, mais je peux très bien mettre une autre catégorie, simplement par glisser-déposer, pour qu'au final, la catégorisation de mes produits, mon catalogue produit, corresponde beaucoup plus à une vue marketing qu'à une vue logistique que l'on retrouverait aujourd'hui dans vos différents ERP. ERP. Voilà sur le principe. On a une question. Tu avais d'autres choses à nous montrer? Non, pas à ce stade. Enfin, après, j'ai plein de choses à vous montrer, mais le temps me manque un peu. On a une question de Frédéric dans le chat. Comment l'encours est mis à jour sur le site e-commerce? Alors, par communication avec votre ERP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fabriqué ce qu'on appelle un format pivot, un format de fichier qui est le format d'échange standardisé pour envoyer de l'information dans le système. Donc, on récupère. Alors, votre ERP va nous envoyer les sociétés, les comptes utilisateurs, les produits. Et donc, dans tout ça, il y a notamment le Franco de port, l'encours, voilà, tout un ensemble d'informations. Alors, ça peut être évidemment fait à la main, ça peut aussi être fait, enfin, ce n'est pas recommandé, ça peut évidemment être fait aussi dans le MDM. Hein, encore une fois, c'est une interface qui va nous permettre de faire un certain nombre de choses. Et donc, on va importer, donc je répète, société, compte utilisateur, produit, catégorie, prix, stock, pour pouvoir alimenter l'e-commerce en premier lieu,
Et si vous avez l'offre Enterprise, le MDM qui va vous permettre à la volée de pouvoir retraiter des images, enfin des informations. Et en export, aujourd'hui, on envoie les commandes, bien évidemment, pour que vous puissiez les récupérer dans votre ERP et les traiter. Et lors du dernier club utilisateur, certains d'entre vous nous ont demandé d'avoir aussi l'exportation des devis. Pour que les devis, parce qu'en fonction des ERP que vous utilisez, et de votre volonté d'intégrer ce système dans votre entreprise, certains disent non, nous, on travaille comme ça avec les devis, on ne veut pas les faire sur l'e-commerce. Donc, ça sous-entendait que les informations du devis devaient partir vers l'ERP. Voilà. Tout ça, c'est encore une fois des évolutions. À chaque fois qu'on déploie ou qu'on rencontre un nouvel adhérent, il y a des nouvelles demandes. Et comme l'a très bien expliqué Arnaud tout à l'heure, à chaque fois, on spécifie cette demande, on l'estime. Et puis ensuite, on lance l'arbitrage lors des clubs utilisateurs sur le fait que cette cette fonctionnalité utilisateur va être intégrée dans le socle commun, donc disponible pour tout le monde et donc financée à une certaine hauteur par Socoda, versus une fonctionnalité qui serait vraiment uniquement pour tel ou tel adhérent et qui, dans ce cas-là, serait à la charge de l'adhérent. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je vais arrêter de partager. Alors, ce qui va nous faire, en tout état de cause, une transition toute trouvée. Exactement. Vers la suite donc, de notre propos, qui, sur les bases de ce que Jean-Louis vient de nous présenter, nous semblait être important. C'était vous évoquer ce que j'avais, par ailleurs, ce dont j'avais parlé plus haut, à savoir, bon, on voit la solution, les possibilités qu'elle offre, etc. Il y a à votre endroit une réflexion évidemment qui est au moins aussi importante, qui est très bien, mais pour mettre en œuvre cette solution, quelle complexité, quel effort, quel type d'équipe il faut mobiliser, bref, comment ça se passe. Et alors, comme je l'ai évoqué au départ, on s'est aussi astreint dans l'élaboration de cette solution d'appréhender justement la manière de la mettre en œuvre, considérant que des adhérents Socoda, pour autant que ça soit déterminant pour eux, leur job, ce n'est pas de faire de l'informatique, ce n'est pas nécessairement d'avoir des ressources disponibles pour s'investir dans ces domaines. Et donc, on s'est employé à construire ensemble une manière de pouvoir justement appréhender ce déploiement de façon la plus, je l'ai évoqué tout à l'heure, industrialisée au sens avoir des étapes très clairement identifiées, les plus faciles en termes de manière d'être appréhendées, parce qu'on les a réfléchies comme justement pouvant être répétées. Donc, par exemple, si on appréhende la première étape qui est celle qui va avoir trait à l'identification des sources de données, on va voir avec Kevin quelles sont justement les manières dont qu'on a adoptées pour pouvoir faire en sorte que une méthode éprouvée puisse ensuite être utilisée par l'ensemble, en l'occurrence, des adhérents Socoda. Oui, tout à fait. Merci Arnaud. L'idée était aussi d'industrialiser le déploiement, le faciliter, le rendre plus rapide, ce qui contribue aussi à la maîtrise des coûts que vous avez pu voir tout à l'heure sur le déploiement des deux packs que l'on propose. Pour déployer la solution, on s'oriente sur 4 étapes. Première étape, c'est d'identifier et d'agréger l'ensemble des données qui constituent votre modèle de données. Et en la matière, on l'a évoqué plusieurs fois, les données peuvent venir de vos fournisseurs, du PIM Socoda, de votre ERP, d'un ensemble de supports qui supportent les images. Bref, il faut pouvoir maîtriser ce modèle de données. Et pour ce faire, Jean-Louis en a parlé, on déploie également un fichier pivot qui permet de connecter l'ensemble de votre MDM ou de votre solution e-commerce à ces éléments tiers qui permettent de récupérer la donnée et notamment l'ERP, ce que Jean-Louis évoquait à l'instant. Alors, une première étape. Excuse-moi Kevin, mais les fichiers pivots là, qui sont évoqués par Kevin, c'est le fait de dire, d'une manière générale, les informations qui vous arrivent, elles sont toutes dans des formats différents. Ce que votre ERP a comme structure d'information est aussi une information différente. Et si on veut faire en sorte qu'on puisse avoir des flux automatisés pour ce qui est de voir cette diversité de données arriver dans le format requis pour être exploitable sur votre environnement e-commerce ou d'abord dans votre MDM, puis votre environnement e-commerce, il faut homogénéiser la structure de cette information. C'est l'objet de ces formats pivots. Donc, on a défini ensemble des formats pivots et ces formats de fichiers permettent qu'on puisse donner à tous
les interlocuteurs avec lesquels il faut se mettre d'accord pour que justement des données soient envoyées au bon format, pour leur dire, mais très bien, toi ERP, voilà la structure de l'information qu'il faut que tu me donnes pour qu'ensuite je puisse l'importer sans me poser de questions. Et de cette manière-là, de pouvoir procéder pour alors, toutes les sources d'informations produits, mais aussi les sources à même de fournir la donnée graphique, l'image, les fichiers, etc. Alors, ça, avec évidemment comme considération le fait que eh bien, on s'inscrit maintenant dans une logique d'e-commerce, d'accord ? C'est-à-dire que ça n'est pas que un vain mot, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de données qui servent l'acte de vente et qui, plus on va prendre confiance et être impliqué et avoir intégré dans ces process cette logique e-commerce, avoir la donnée, avoir un rôle réellement particulier et réellement servir le développement du business avec cette considération qui est que la mise en œuvre d'une démarche e-commerce doit nécessairement se faire de façon intégrée à votre process commercial. Il n'y a rien de plus contre-productif que de rencontrer des contextes où finalement les commerciaux se sentent en concurrence avec le site e-commerce. Là, c'est vraisemblablement des causes d'échec assez avérées. Et on reprenait cet exemple où il y avait carrément une incitation à destination des commerciaux de voir les clients utiliser les sites e-commerce. Et donc, il est réellement déterminant que ça soit un projet qui s'inscrive dans votre pratique commerciale au service de ce qui existe, on l'a déjà évoqué, évidemment au bénéfice de vos clients. Alors, deuxième aspect, et je repasse la parole à Kevin, la notion de catalogue produit. En effet, la notion de catalogue produit, c'est de dire, une fois qu'on a agrégé l'ensemble des informations produits, comment est-ce qu'on va pouvoir servir l'e-commerce? Sur l'e-commerce, on va retrouver des pages produits qui doivent avoir un certain nombre d'informations. Jean-Louis l'a très bien montré sur la démo. On retrouve les informations fournisseurs, les caractéristiques produits, bref, tout un ensemble de fonctionnalités qui sont demandées par vos acheteurs pour qu'ils puissent effectuer le bon achat, comparer les différents produits et prendre le produit qui corresponde le mieux à leurs besoins. Et pour ce faire, une fois qu'on a agrégé et identifié et agrégé l'ensemble des données, on va pouvoir produire la Perfect Product Page, c'est-à-dire la page produit qui sera la plus efficace dans votre secteur, dans votre domaine. On parle du domaine de la négoce, du B2B, mais chez vous, Adhérence au Coda, vous avez quand même des particularités. Certains sont dans l'électrique, d'autres électrique électronique, certains autres sont sur qui va concerner plutôt la plomberie, le sanitaire. Et bref, il faut pouvoir justement répondre à l'ensemble de vos clients par ce type de page produit qui correspondent à leur manière d'acheter finalement sur l'e-commerce. Pardon. Une fois qu'on a défini ces catalogues produits, ces pages produits, on va pouvoir s'intéresser aux différents. Alors, on constitue, on voit ici différents types de catalogues produits disponibles, c'est-à-dire qu'on est capable, depuis une seule interface web, de proposer des sous-boutiques, notamment si vous avez différentes interfaces e-commerce, si vous avez différentes entités de vente. C'est le cas chez Odelec Nolay, qui dispose par exemple d'un site qui s'appelle Eclairmag, qui est différent de son site principal. Donc, on a la possibilité de scinder finalement ce catalogue produit pour pouvoir affiner ce que l'on va pouvoir vendre sur l'e-commerce et de disposer de plusieurs interfaces pour pouvoir vendre ces différents types de catalogues produits sur ces différentes interfaces. Alors, ces déclinaisons, elles peuvent avoir des motivations multiples, comme vient de l'évoquer Kevin. Par exemple, je pourrais souhaiter, si ça se posait, avoir un e-shop pour un client donné. Et possiblement, je voudrais que cet e-shop soit à cette couleur, etc. Ça fait partie des possibilités. Ça peut être, oui, comme on l'évoquait, une partie de mon offre, par exemple l'éclairage. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la solution permet comme ça de pouvoir décliner finalement depuis son e-shop principal différentes autres boutiques au gré de votre stratégie, au gré de vos besoins. Un exemple très concret, j'ai échangé hier avec Pia Gazil, les peintures qui disposent
comme beaucoup d'adhérents, hein, en l'occurrence, beaucoup d'offres EPI qui sont assez externes finalement à votre catalogue produit central, de cœur, on va dire, de votre offre produit, et donc qui, pour le coup, peut faire partie d'un site dédié, un site à part, hein, ça peut être le cas, par exemple, pour être très concret. Ensuite, donc, toujours dans notre déploiement, dans notre processus de déploiement facilité, on a vu les 2 premières étapes qui étaient l'identification des sources de données, le catalogue produit. La 3e étape, c'est de définir les workflows. Qu'est-ce que sont les workflows? C'est définir qui achète quoi et qui valide quoi en termes de gestion de commandes. C'est finalement définir tout le cycle de commande que l'on va pouvoir avoir sur le cycle e-commerce. Donc, quels sont les produits qui seront visibles par vos clients, quels sont les prix auxquels ils vont pouvoir accéder, quels sont les modes de paiement que vous voulez leur offrir en cours. Si on dépasse en cours, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on leur offre la possibilité de payer en carte bancaire? Quelles sont les méthodes de livraison? Est-ce qu'on a plusieurs points logistiques? Bref, l'ensemble de ces points va nous mener également à la validation de la commande avec cette fonctionnalité d'avoir plusieurs rôles et donc un validateur chez vos clients pour finalement arriver à la soumission de la commande. Une fois ce cycle de vente déterminé, le processus d'achat et la manière dont on va valider les commandes déterminées, la 4e étape, c'est l'interface graphique et tout ce qui va concerner la gestion des contenus. Je vais aller très rapidement parce que ça correspond à finalement tout ce que Jean-Louis vous a montré un peu en fin de sa démonstration avec les thèmes que vous allez pouvoir sélectionner. L'objectif, c'était de pouvoir vous offrir un ensemble de gabarits qui ont tous vocation à offrir des déclinaisons et une diversité d'expériences utilisateurs que l'on sait adapter à l'e-commerce B2B. L'ensemble de ces points vont permettre de s'adapter à vos différents sites Internet, à vos différents catalogues produits et aux différentes déclinaisons de workflow que vous souhaitez mettre en place. Nous reste à nous que d'appliquer ce que l'on voit à l'écran, c'est-à-dire votre charte graphique, vos images et finalement constituer très rapidement une interface utilisateur qui sera claire, qui sera efficace en termes d'e-commerce et qui va permettre à vos clients de se repérer très rapidement dans votre offre produit et d'aller au cœur de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire à l'acte d'achat. Bon, voilà. Pour conclure, je te laisse la parole. Vas-y. Pour conclure, ce que l'on cherche ici à vous montrer, c'est qu'on a industrialisé le processus de déploiement en 4 étapes. Sur chacune de ces 4 étapes, vous êtes guidé, vous êtes pris en main et on va pouvoir optimiser le temps de déploiement de votre solution web, de votre solution e-commerce avec ce processus qui a été pensé, conçu et facilité pour justement les adhérents Socoda. Et rendu possible à l'image de ce qu'on a évoqué depuis le début, c'est-à-dire que ce qui rend la solution qu'on démontre aujourd'hui particulière, c'est que, étant conçu donc avec et pour, on a passé en revue, aussi bien sur les plans techniques, fonctionnels, que ici déploiement, etc., tout ce qui, du fait de la mutualisation inhérente au fait qu'on s'adresse au groupement Socoda et à ses adhérents dans leur diversité, permettait de pouvoir créer comme manière d'optimiser tout ce qui pouvait l'être pour que la mise en œuvre de ces solutions soit la moins coûteuse, mais dans un registre de fonctionnalité de qualité à l'image de ce qu'expliquait Henri Danzin au départ, qui soit dans les bons standards du marché, de sorte que l'effet de mutualisation profite à plein aux adhérents que vous êtes. Et donc, notamment, avec cette partie relative à l'interface graphique et à la gestion de contenu, qui, dans ces projets e-commerce, représente toujours une part qui est évidemment assez engageante, coûteuse, etc., mais qui, en particulier dans l'e-commerce B2B, a vocation à pouvoir être appréhendé non pas sous l'angle un peu agence, des couleurs, des machins, ça c'est Kevin a dit la charte graphique et c'est fait, mais plutôt dans l'efficacité commerciale qu'on va souhaiter donner à son environnement e-commerce pour, encore une fois, avoir l'expérience utilisateur la meilleure qui soit. Le déploiement aussi de cette solution, il faut bien le comprendre, on a sur étagère ce socle
technique qui va vous permettre d'accéder à l'e-commerce et qui se base aussi sur un ensemble de fonctionnalités qui seront partagées par l'ensemble des adhérents du groupement. C'est comme ça qu'on a conçu la solution. Mais, j'insiste sur ce point et on ne l'a peut-être pas évoqué, vous avez la possibilité d'adapter aussi ce parcours client, cette solution à vos propres besoins. Vous avez la possibilité de personnaliser cette solution au gré des fonctionnalités ou des autres envies que vous pourriez avoir sur l'e-commerce B2B. Alors, quelques petits écrans pour finir et qui vont nous amener à la session de questions-réponses pour conclure notre webinaire. On a recensé, alors évidemment, tous ces supports, on va vous les communiquer, hein, donc je ne vais pas ici repasser tous ces points un par un. Mais on s'est employé à vous, là aussi, à vous soumettre l'information qu'on estimait pertinente, par exemple ici, pour définir l'état d'esprit dans lequel il fallait se mettre pour bien appréhender ce type de projet. En s'inscrivant dans la logique à plein de complémentarité. C'est-à-dire c'est vraiment le voir comme un nouveau canal de commercialisation, un canal complémentaire à ce qui existe, et à partir de là, qui doit s'inscrire dans votre organisation, dans votre manière de fonctionner, au service de vos équipes, etc. Autre considération, c'est que ce qu'on évoque ici relève de la transformation digitale de vos entreprises. On est en tant que PME résolument enclin à opérer nos transformations digitales parce que tout un pan de notre activité a vocation à être servi, voire opéré par des outils informatiques. Et donc, il est important de se placer dans cette disposition d'esprit, de sorte qu'on puisse avoir en tête les bonnes étapes, les types de compétences qu'il va nous falloir, les points importants et ceux qui le sont moins. Et donc, voilà, être bien conscient qu'on s'inscrit dans cette logique de transformation digitale et qu'elle a vocation à servir le développement de vos entreprises, en l'occurrence, de la manière la plus alignée avec votre stratégie, mais en ajoutant finalement, encore une fois, un nouveau canal et des nouvelles habitudes. Alors, au terme de cette présentation, le propos, c'est évidemment, vous allez avoir des cas particuliers, les vôtres, à appréhender. Donc là, à l'image, là aussi, de la façon dont on pratique habituellement avec les adhérences au CODA, eh bien, contactez Kevin en l'occurrence et réservez votre atelier, puisque la première manière d'appréhender un projet de ce type avec vous, c'est concrètement de commencer par se faire une réunion qui permette de pouvoir avoir votre vision des choses, quelle est votre stratégie, comment vous la mettez en œuvre, où vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez faire, et qu'à partir de là, on puisse vous nourrir et vous alimenter en termes de réflexion, d'éléments d'information, pour que de prime abord, vous puissiez vous faire une opinion et affiner votre stratégie. Puis après, évidemment, on a vocation, évidemment, au gré de l'avancée de vos projets et des solutions qu'on évoque, mettre en œuvre ce qui devrait être. Je voulais signaler aussi une diversité de documents que vous pouvez trouver sur notre site et qui ont vocation à vous apporter de l'information, à vous éclairer, à vous aider. Donc, vous allez dans l'onglet ressources sur le site de Galilée et vous retrouverez tout un tas de documents et de documentation relative à l'e-commerce B2B et à la façon de s'auto-évaluer dans sa maturité, de pouvoir appréhender avec le simulateur de business plan ce que vous êtes en droit d'attendre en considérant une certaine activité commerciale par rapport à des coûts et donc avoir un ROI. Mais également donc, un modèle de cahier des charges, un livre blanc sur les commerces B2B. Bref, autant de documentation qui contribueront à votre information et à votre réflexion dans le domaine. On arrive au terme de notre webinaire. J'espère en premier lieu qu'il vous a apporté les informations promises. Et puis, on est donc tous les trois avec Kevin et Jean-Louis à votre disposition pour ceux qui ont des questions, sachant évidemment que on a toute faculté ensuite de pouvoir organiser donc, les sessions que j'ai évoquées pour s'appesantir plus longuement avec vous et vos équipes sur vos projets. Alors, allons-y pour les questions dès lors que nous en ayons. Alors, c'est à ce point clair que vous n'ayez pas de questions.
Alors, j'ai eu plusieurs fois, je ne sais pas si ça vous fait réagir, mais j'ai eu plusieurs fois Ah, on a une question. Avez-vous un site support? Oui, bien sûr. Tu peux départager ton écran, Arnaud, s'il te plaît? Merci. Voilà, donc nous avons un site support dans lequel effectivement on va retrouver ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le référentiel sur les différents formats de fichiers que l'on va utiliser. On va retrouver agencé dans différentes catégories, la foire aux questions, base de connaissances. On a souhaité faire beaucoup plus de petits tutoriaux vidéo que de grands romans écrits, parce que c'est plus facile à comprendre. Et puis ensuite, on a agencé toutes ces documentations par les différentes livraisons de sprint que l'on a fait. Les sprints, c'est une période de développement pendant laquelle on va rajouter des fonctionnalités. Donc on en est au sprint 59 et on a comme ça, petit à petit, renseigné toutes les fonctionnalités. Je vais aller sur des sprints plus anciens. Voilà, donc l'import des utilisateurs, le module de RMA que je n'ai pas évoqué, le fait d'afficher des pop-up, enfin, vous voyez, toutes les fonctionnalités sont ici listées les unes à la suite des autres, avec évidemment un peu de texte, des éléments, et puis parfois des vidéos lorsque ça me semble plus clair à expliquer. Voilà, donc ce site support est évidemment disponible. Vous voyez la gestion documentaire qu'on a évoquée tout à l'heure. Voilà, petite vidéo. Je ne sais pas si vous allez entendre le son. Enfin, le but, c'est que vous voyez voilà. Petite vidéo qui va expliquer en fait comment configurer tous ces éléments-là. Alors là, quand on évoque support, parce que c'est venu un peu rapidement, quand on évoque support, c'est le support aux utilisateurs. Donc, oui, tout à fait. Le support, enfin, ouais. On a créé donc ce site à destination des adhérents Socoda utilisateurs de la solution pour qu'ils puissent y retrouver donc, la base de connaissances, tout un tas de tutoriaux, également la faculté de pouvoir ouvrir un ticket par ce biais-là, c'est-à-dire que je regarde par exemple une fonctionnalité, j'ai des questions afférentes, je peux directement ouvrir un ticket depuis le site de support destiné aux adhérents Socoda. D'autres questions? Non? Eh bien, écoutez, si pas plus de questions… Alors, si peut-être un point, il y a plusieurs… donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec plusieurs adhérents ces derniers jours, puisque vous l'avez vu, vous avez dû recevoir des invitations pour prendre rendez-vous avec moi dans mon agenda. Plusieurs adhérents me posaient la question de l'application mobile. Je pensais que ça pouvait être intéressant, Arnaud, d'en dire quelques mots ici. Voilà, qu'est-ce que toi, tu aurais à en dire? Alors, je commencerai par en dire que plutôt que des mots, autant voir. Donc, on va rappeler Jean-Louis qui nous montre le sujet, parce qu'effectivement, il y a d'importance. Le mobile étant évidemment, et en particulier dans l'activité de vos clients, un accès à l'information du quotidien. Et donc, on s'est employé à ce que cet accès via mobile soit directement possible depuis votre site e-commerce, dans le fait qu'il soit ce qu'on appelle responsive, c'est-à-dire que l'interface s'adapte au périphérique depuis lequel vous consultez le site en question. Ce qui permet de pouvoir donc accéder non seulement à l'information produit, mais également à toutes les fonctionnalités qu'on a évoquées depuis son mobile. Et en sachant que dans la réflexion sur les usages, ce qui apparaît, c'est que très souvent, ce que vos clients vont chercher en mobilité, c'est de l'information produit. C'est je suis sur un chantier, je voudrais savoir tel produit, qu'est-ce que ça coûte. Voilà, j'ai besoin de répondre à mon client dans l'instant, etc. Et donc, vous avez par ce biais-là, et comme nous le montre Jean-Louis dans cette vision retaillée de l'écran pour celui d'un iPhone, par exemple, enfin d'un smartphone, voilà, d'un iPhone XR, du fait que vous allez directement retrouver tout votre environnement e-commerce sur mobile. Et ça, en ne disposant toujours que d'une solution. C'est-à-dire que je n'ai pas d'un côté une appli mobile et d'un autre côté mon site e-commerce. J'ai mon site e-commerce accessible depuis un mobile. Économiquement, c'est beaucoup plus intéressant parce que les applis mobiles, elles ont certains intérêts, mais elles ont surtout un défaut, c'est qu'elles sont très coûteuses. Et notamment parce que pour avoir du mobile, il faut au moins l'avoir sur deux environnements. C'est-à-dire qu'il faut avoir une app pour Apple et une app pour Google. Et donc iOS et… comment il s'appelle Google déjà ? Android.
Android, merci. Donc, iOS et Android. Bon, ben, ça revient à faire deux applications distinctes. Et ça, c'est assez coûteux. Et le ROI de l'application mobile en tant que telle est quand même très compliqué à trouver. D'où l'alternative que représente le responsive et qui permet d'être directement accessible depuis un mobile, en relation, puisque c'est finalement le même site que je consulte avec ma plateforme d'origine, et la faculté de disposer donc de toutes les fonctionnalités que l'on a vues directement sur mobile. D'autant que l'on remarque que l'usage finalement du site responsive correspond aux usages que vos populations d'acheteurs ont. C'est-à-dire que quand on va être sur le chantier, on ne va pas finaliser la commande. On va consulter le catalogue produit, on va consulter l'ensemble des informations produits à disposition et potentiellement, on va commencer à constituer un panier. Mais on ne va pas aller au bout de l'acte d'achat. Et quand est-ce qu'on va finaliser l'acte d'achat? On le finalisera plutôt fin de journée, après la journée de travail, sur un ordinateur, par exemple. Le fait d'avoir cette application responsive, ça nous donne quoi? Eh bien, on va pouvoir, avec son mobile, constituer son panier, potentiellement sauvegarder son panier, mais en tout cas, on va pouvoir retrouver ce panier sur un autre device, et notamment l'ordinateur. Donc, l'acheteur, il va mettre en panier ses produits lorsqu'il va être sur le chantier. Et le soir, pour finaliser tranquillement son acte d'achat, il va ouvrir son ordinateur, il va retrouver son panier et il va pouvoir réaliser son devis ou réaliser sa commande d'achat. Donc, on a une expérience d'achat qui finalement, avec un site responsive beaucoup plus, répond beaucoup plus aux demandes de vos acheteurs que ce qu'on pourrait avoir avec une app mobile. Et je réitère sur les coûts, parce qu'on s'est penché à plusieurs reprises, parce que c'était une demande forte, donc on s'est penché à plusieurs reprises sur le sujet, et économiquement, c'est très, très engageant, d'où, encore une fois, le choix qu'on fait, qui est, pour le coup, nous semble beaucoup plus rationnel dans ce schéma. Ok, bah écoutez, je vois que l'heure tourne, donc il est presque 12h30. Donc, il me reste donc à remercier toute l'équipe Galilée pour son travail pour préparer ce webinaire. Vous remercier évidemment à vous pour nous avoir suivis. On est à votre disposition, comme on l'a dit, pour toute espèce de suite que vous souhaitiez donner à ce qu'on vous a présenté. Et donc, sur le principe, bon appétit à tous et bonne continuation. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.